Vous me mettez la pression, là. Hein. Madame la ministre, monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, je suis fier de vous accueillir, madame la ministre, au 5e congrès de MG France, qui se passe dans cette belle ville de Lille. Et pour nous, les gens du Sud, quand même, venir à Lille, on se dit quand même, eh bien finalement c'est beau Lille, hein. Vraiment, c'est une belle région. Votre présence à Lille, madame la ministre, honore MG France, et à travers leur principal syndicat, honore les médecins généralistes, la médecine générale. Les relations républicaines, ce sont donc bien sûr et notre invitation et votre présence. Les relations républicaines, c'est aussi l'accueil que le président d'MG France a reçu immédiatement de la part de vos conseillers, de votre cabinet, de votre directeur de cabinet et de vous-même, lorsque j'ai été élu. Et ce respect respectif des mandats électifs et des mandats politiques, c'est la base de ce que j'appelle aujourd'hui les relations républicaines. Mais les relations républicaines nécessitent aussi, comme nous le faisons avec nos patients, une certaine distance, ni trop loin, ni trop près. Et ceci pour respecter les mandats, bien sûr les mandats électifs. Je suis porteur d'un mandat électif dans lequel il y a une volonté de participer à la réforme, de participer aux réformes nécessaires du système de santé, mais aussi pour parler au nom des médecins généralistes, au nom de leurs difficultés, au nom de leurs souffrances. Vous avez devant vous les forces vives de la médecine générale. Et je le dis sans aucune volonté de flatter, parce que je connais de l'intérieur ce que sont les forces vives de la médecine générale. Ce sont bien sûr les fondateurs du syndicat MG France, ce sont des jeunes installés qui sont déjà en responsabilité, il y en a plusieurs dans cette salle, ce sont des fondateurs de toutes les innovations que MG France a portées depuis 20 ans dans le système de santé, et elles sont nombreuses. Est-ce que je rappellerai le médecin référent qui a préfiguré le médecin traitant? Faut-il rappeler la formation professionnelle continue indemnisée? Faut-il rappeler les maisons médicales de garde? Faut-il rappeler la régulation libérale de la permanence des soins distincte de la régulation de l'aide médicale urgente? Faut-il rappeler aussi un sujet qui est à la mode aujourd'hui, qui sont les maisons de santé pluridisciplinaires et les pôles de santé pluridisciplinaires de premier recours pour les zones urbaines? Tout ceci, MG France non seulement l'a porté, mais l'a inventé, l'a réalisé avec d'autres. Nous ne sommes pas les seuls inventeurs, les médecins généralistes dans leur ensemble, mais MG France en particulier. Vous avez aussi devant vous des enseignants de médecine générale, et vous savez notre attachement au développement, à la création et au développement de la filière universitaire de médecine générale. Vous avez également des enseignants cliniques ambulatoires de médecine générale, vous avez des internes de médecine générale, et vous avez des chefs de clinique assistants de médecine générale. Et c'est vrai que pour ma génération, qui a rêvé de cette filière universitaire, je crois que c'est le premier congrès auquel participent des chefs de clinique de médecine générale. C'est quand même un grand honneur pour nous, MG France, de les voir ici parmi nous, quelques-uns parmi nous, parce que c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose qui probablement est le fondement réel du développement de la médecine générale en France, qui est le développement d'abord de l'enseignement et de l'existence d'une filière universitaire de médecine générale. Je vous parlerai tout à l'heure des difficultés, à peine dans le bain de la médecine générale, ces chefs de clinique assistants sont déjà dans la difficulté et dans l'instabilité quant à la pérennité de leur poste. Trouvez-vous cela normal? Moi, non. Et vous avez aussi devant vous des cadres départementaux. Vous avez devant vous des médecins généralistes syndiqués de base et certains qui ne sont pas syndiqués, mais qui chaque jour défendent leurs collègues dans les difficultés d'exercice. En plus de la difficulté de l'exercice de la médecine générale, nous avons de grandes difficultés face à des administrations comme celle de la Sécurité sociale qui maintenant voudraient nous demander des justifications sur pourquoi tel médicament dans telle partie de l'ordonnance et pourquoi pas dans telle autre partie. Mais rendez-vous compte de ce qu'est devenu notre quotidien aujourd'hui. Notre quotidien, c'est de décider
que l'inhibiteur de la pompe à protons qu'on donne à un patient sous aspirine pour un problème coronarien, nous devons réfléchir une demi-heure pour savoir si nous le mettons en haut ou en bas dans l'ordonnance. Mais franchement, est-ce que c'est ça le métier de médecin généraliste? La réponse est non, évidemment. Vous avez devant vous des médecins généralistes qui sont fiers de leur métier. Vraiment fiers. Je suis fier d'être médecin généraliste. Je suis fier de continuer à exercer. Nous aimons notre métier. Nous ne l'avons pas choisi par défaut. La plupart d'entre nous, nous avons les capacités, le cerveau qui est identique au cerveau de n'importe quel autre médecin. Pour la quasi-totalité d'entre nous, le choix de la médecine générale est un choix actif. C'est un choix de mode de vie, c'est un mode de vie professionnel, mais c'est aussi un mode de vie personnel, tant l'implication et l'intrication entre le métier et notre vie sont importants. Et c'est une des raisons, probablement, qui culturellement met en difficulté un certain nombre de jeunes médecins qui choisissent d'exercer ou pas la médecine générale. C'est qu'au moment du passage à l'acte, l'intrication aujourd'hui entre le métier et la vie personnelle est telle que c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui à envisager dans la culture sociétale dans laquelle nous vivons. Mais qui sait à part nous ce qui se passe à l'intérieur de nos consultations? Qui sait à part nous ce qui se passe dans nos cabinets? Qui sait à part nous ce que nous réalisons auprès de nos patients, de ce que nous demandent nos patients, qui n'est pas simplement la réponse à un symptôme, qui est aussi la prise en charge et le diagnostic d'un certain nombre de pathologies et de pathologies lourdes. Et il a fallu voir l'étonnement des médecins vaccinateurs dans les centres de vaccination qui nous appelaient en disant « Mais là, pour ton patient, en fait, il prend tel médicament. Mais en fait, c'est quoi ce médicament ?» Évidemment, c'était des médecins qui n'avaient plus d'exercice et qui s'apercevaient que notre métier est un métier complexe, avec une utilisation de produits qui sont des produits efficaces, avec des indications, des contre-indications, des dangers. Et en même temps, nous nous disons, finalement, ces médecins qui viennent vacciner dans les centres de vaccination, qui ne connaissent pas nos patients, s'aperçoivent tout d'un coup que notre métier est un métier complexe, qui comprend des dangers, qui comprend des risques professionnels au quotidien, plusieurs fois par jour. Au quotidien, plusieurs fois par jour, nous avons 18 minutes pour décider si la douleur abdominale de cet enfant doit se terminer au bloc opératoire dans les mains d'un chirurgien ou doit rentrer chez lui avec une surveillance par les parents, etc. Nous avons 18 minutes pour mettre en jeu parfois la vie de quelqu'un et parfois et toujours notre responsabilité. J'ai dit hier de façon très symbolique que dans les yeux des médecins généralistes, c'est la France qui se reflète. Je ne me rappelais pas avoir prononcé cette phrase, mais je la redis aujourd'hui parce que quelqu'un me l'a fait remarquer. Et c'est vrai que la France se reflète dans notre activité, dans notre quotidien de consultation. Les généralistes le savent, cela, ils en sont fiers. Et en même temps, cette intrication de la santé, du médico-social, de la culture, nous savons que c'est l'enjeu principal de la santé. L'article qui est paru avant-hier dans le JAMA montre bien que les inégalités de santé naissent d'abord et avant tout dans le comportement individuel de la population. Et que ça ne sert à rien d'avoir des belles machines, d'avoir des belles molécules, si vous n'agissez pas sur le comportement quotidien et personnel de chacun de nos patients. Et ce métier dont nous sommes fiers, nous voulons le transmettre aux jeunes étudiants qui choisissent de faire de la médecine générale. Et nous voulons le transmettre, et c'est la raison de l'implication, et ici vous en avez beaucoup, des médecins généralistes dans l'enseignement. Mais est-ce encore possible aujourd'hui de transmettre ce métier? Est-ce encore pensable aujourd'hui d'exercer ce métier? Parce que les généralistes qui sont fiers de leur métier sont aussi en colère. Ils sont en colère pourquoi? Parce qu'ils sont inquiets du présent et encore plus de l'avenir. Qu'est-ce qu'ils constatent aujourd'hui? Ils constatent que nous sommes pas loin de 25 à 30 000 médecins qui allons prendre notre retraite dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire en moyenne, certaines années, entre 3, 4, voire 5 000 médecins qui peuvent potentiellement partir à la retraite. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Sur le terrain, les médecins qui arrivent autour de la soixantaine commencent à se poser la question de savoir s'ils vont continuer à exercer. Un certain nombre décident d'arrêter parce qu'ils sont fatigués de l'exercice de leur métier, parce qu'ils ont consacré leur vie personnelle à ce métier et parce qu'ils veulent maintenant prendre un peu de temps avant d'arriver à des âges où vous ne savez pas finalement quelle sera la vie que vous aurez, quelle sera la qualité de votre propre santé. Et ce que nous voyons également, c'est des jeunes médecins
dont seulement 200 à 300 s'installent chaque année. Donc quand on fait le solde, ce que j'ai fait moi, on fait une courbe, et c'est une courbe qui est verticale quasiment, qui aboutit à un chiffre de 22 à 23 000 médecins généralistes en 2025. Est-ce qu'un pays comme la France, avec l'augmentation de la médicalisation de la vie sociale, peut se payer un système de santé dans lequel il n'y a plus de médecine générale? Parce qu'à ce chiffre-là, on ne peut pas remplacer les médecins généralistes par d'autres professionnels de santé. Il y a des complémentarités qu'on va organiser, bien entendu, avec les autres professionnels de santé, mais on ne peut pas remplacer notre fonction médicale. Certes, la loi que vous avez portée devant le Parlement comprend une partie importante, pour nous, de définition de notre métier. Et bien sûr, MG France a contribué largement à cette partie de la loi. Mais la loi du 17 janvier 2002, qui crée la spécialité médecine générale, nous sommes aujourd'hui en 2010. Qu'est-ce que vous, les médecins généralistes qui êtes assis dans cette salle, voyez de concret par rapport à cette loi sur la spécialité de médecine générale? Qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez rien. Donc aujourd'hui, faire une loi pour les médecins généralistes, c'est écrire quelque chose de sympathique, d'intéressant, mais quand nous regardons la façon dont ça a été traité depuis 2002, la façon dont l'assurance maladie nous traite depuis 2002, ça veut dire qu'on a du mal à penser que 8 ans après, tout d'un coup, l'état d'esprit va changer et que tout d'un coup, tout le monde va se mettre à appliquer la loi à la lettre et dire oui, vous êtes une médecine de spécialité, une spécialité de médecine générale, et oui, vous allez pouvoir coter vos actes comme les autres spécialités. La gynécologie médicale l'a fait, l'endocrinologie l'a fait, et même la santé publique y a droit. Combien y a-t-il de médecins de santé publique installés en libéral aujourd'hui? Aucun. Donc ça veut dire quoi de faire des lois si on ne les applique pas derrière? La loi sur le médecin traitant de 2004, il était prévu que nous ayons une rémunération de type forfaitaire, que MG France appelle de ses voeux. Aujourd'hui, nous avons des forfaits médecins traitants pour moins de 5% de nos patients. Moins de 5% de nos patients. Alors ça veut dire quoi pour les 95% autres? Ça veut dire que nous n'avons pas de fonction médecin traitant? Ou ça veut dire que pour remplir ces fonctions médecin traitant, nous devons faire venir le patient, lui dire que nous avons un certain nombre de choses à faire sur le plan de la synthèse, qu'ils veulent bien attendre 5 minutes, et s'en aller et nous payer une consultation? Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que nous travaillons. Donc les rémunérations forfaitaires, MG France les porte depuis 20 ans, elles sont maintenant admises. Ce n'est plus un problème idéologique entre les syndicats de médecins. Pourquoi est-ce que ça n'est pas mis en œuvre? Le 11 mars, les médecins se sont levés. Et franchement, je fais du syndicalisme depuis 20 ans, je ne pensais pas que les médecins généralistes avaient encore envie de se lever. Ils se sont levés le 11 mars. On a même donné des chiffres, ce qui est la première fois dans l'histoire des syndicats médico-libéraux qu'on donne des chiffres comme ça. Je ne discuterai pas des chiffres, ça m'est égal. Là aussi, sur le principe, les médecins généralistes se sont levés, ils ont fermé leur cabinet pour un certain nombre d'entre eux, et ils vont le refaire le 8 avril pour vous dire leur détermination à ce que la médecine de proximité, aujourd'hui, persiste, se développe et ait les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire la santé publique de la population. Madame la ministre, à travers votre présence, c'est le gouvernement et c'est le président de la République que nous interpellons. Nous attendons aujourd'hui non plus des discours, nous attendons des actes. Merci Madame la ministre.